Bienvenue, la grande édition en direct sur i24 News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité internationale et celle du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Ces nouvelles images bouleversantes en provenance de Sydney, elles révèlent l'ampleur du courage civil durant l'attentat antisémite de Bondi Beach. L'intervention désespérée d'un couple de sexagénaires, Boris et Sofia Gourman, ont tenté de désarmer l'un des terroristes juste avant la tuerie. Eux aussi ont été abattus, un geste héroïque qui s'ajoute à celui d'Ahmed Al-Ahmed. Pendant ce temps, l'enquête confirme à ce stade un passage à l'acte idéologique et structuré. On soupçonne désormais un entraînement paramilitaire aux Philippines. Malgré certains signaux, les terroristes n'étaient pas sous surveillance active. Question ce soir, comment endiguer une nébuleuse terroriste mondialisée et unie par la haine du juif. Haine du juif dont l'expression se retrouve jusqu'à l'intérieur du métro de New York. Le choc devant cette scène glaçante de violence gratuite, des émissaires du mouvement Chabad agressés, insultés, menacés de mort parce que juifs. Pire peut-être, personne ne nous a aidés, personne ne s'est levé, diront les victimes, contraintes à la fuite. Climat insoutenable dans la foulée de manifestations hostiles devant des synagogues. Serait-ce déjà chez certains le déclic de l'Alia, quand être juif devient un danger même aux États-Unis? Nous irons à Washington. Et puis l'impatience de Washington à Gaza, la phase 1 du plan Trump n'est pas terminée, que les Américains avancent déjà sur la phase 2. Ils installent leur dispositif logistique aux portes de Gaza, un avant-poste qui a tout pour inquiéter les habitants israéliens du pourtour de la bande, qui constatent que le Hamas n'est pas encore désarmé. Est-il trop tôt pour poser les fondations du nouveau Gaza? Israël peut-il encore freiner son allié alors qu'une réunion cruciale sur l'après-guerre se déroule en ce moment au Qatar, sans Israël ni la Turquie? Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. 48 heures depuis la tragédie de Sydney, l'émotion encore vive dans le monde entier. Bilan de 15 morts et toujours plus de détails quant au profil des terroristes. Les Akram, père et fils, auraient donc suivi une formation aux Philippines en vue du massacre. Tout cela loin des radars des renseignements australiens. On fait d'abord le point sur les dernières avancées de l'enquête avec Eva Fasseli. Saïd et Navid Akram, père et fils, ont suivi un entraînement de type militaire dans le sud des Philippines avant d'ouvrir le feu ce dimanche sur une foule célébrant Hanouka. Les deux terroristes de la plage de Bondi Beach à Sydney ne se sont pas radicalisés seuls. Début novembre, ils ont quitté l'Australie direction Manille, puis Davao dans le sud des Philippines. Une région connue pour être un foyer de militants islamistes depuis les années 1990. Le 28 novembre, après un mois de formation, ils reviennent en Australie. Saïd Akram serait entré dans le pays avec un passeport indien, tandis que son fils est entré avec un passeport australien. Ce dimanche soir, premier jour de la fête de Hanouka, il passe à l'acte et il tire sur la foule avant que l'un d'eux ne soit héroïquement désarmé par Ahmed Al-Ahmed, un passant, et que la police n'intervienne. Selon les enquêteurs, l'attaque aurait été inspirée par l'État islamique. Dans leur véhicule, 2 drapeaux faits à la main de l'État islamique et des engins explosifs artisanaux ont été découverts. Les enquêteurs examinent désormais leurs liens avec des réseaux djihadistes internationaux. Bilan de cette tuerie, 15 morts, dont une fillette de 10 ans, Mathilda, la plus jeune victime de l'attaque. Son frère Vadim lui a rendu hommage. La seule chose qui me réconforte maintenant, c'est que, quoi que je lui demande, Mathilda aurait répondu oui. Elle savait qu'elle était aimée, elle savait que je l'aimais. Les hommages se multiplient. Hier à Sydney, le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu visite à Ahmed Al-Ahmed, ce migrant syrien qui a neutralisé l'un des terroristes et empêché le bilan de s'alourdir. Le chef du gouvernement a qualifié l'homme de héros australien et l'a remercié au nom de tous ses compatriotes. 27 personnes sont toujours hospitalisées. Et face à la terreur, ces héros de l'ombre. On va donc parler de ce couple, Boris et Sofia Gourman, 69 et 61 ans, juste avant la tuerie. Ils avaient repéré les terroristes. Bonsoir Mathieu Winding. Ils ont même tout fait pour les empêcher de passer à l'action, physiquement parlant. Oui David, il s'agit d'un nouvel acte d'héroïsme à Sydney, celui d'un couple de juifs d'origine russe qui ont tenté de prévenir l'acte des terroristes. Sofia et Boris Gourman avaient respectivement 61 et 69 ans. Ce couple de héros a tenté de désarmer l'un des terroristes. D'origine russe, ce couple marié depuis 34 ans vivait à Bondi Beach et il laisse derrière eux un fils d'une trentaine d'années. C'est une caméra embarquée à bord d'une voiture qui a saisi le moment où Boris a lutté contre l'un des terroristes et c'est justement le drapeau de l'État islamique sur le pare-brise qui met la puce à l'oreille de Boris qui alors intervient. Alors qu'il lutte
avec Sajid Akram. Il arrive brièvement à prendre l'arme du terroriste. Sofia Gourman apparaît aussi près de son mari alors qu'il tente de neutraliser le terroriste. Les faits se déroulent avant l'attentat. Les terroristes n'ont pas encore ouvert le feu sur les participants de l'allumage de la première bougie de Hanouka. Boris et Sofia ont perdu la vie en tentant de protéger les autres. La vidéo ne montre pas le dénouement, mais maintenant c'est quasi une certitude. Boris et Sofia sont les premières victimes des terroristes. La famille Gourman a déclaré « Bien que rien ne puisse atténuer la douleur de la perte de Boris et Sofia, nous ressentons une immense fierté face à leur courage et leur altruisme. Cela résume bien qui étaient Boris et Sofia, des personnes qui instinctivement et de manière désintéressée essayaient d'aider les autres. » Sofia travaillait pour la Poste australienne et était très appréciée de tous. Boris était mécanicien à la retraite. Il était connu pour sa générosité, son calme et le fait qu'il soit toujours prêt à aider les autres. Voilà, acte héroïque en tout cas à saluer évidemment. Merci beaucoup Mathieu Winding. Et on va se tourner vers un expert à présent, le professeur Eyal Zisser. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Vous êtes vice-recteur de l'Université de Tel Aviv, maître de conférence au département d'histoire du Moyen-Orient, ainsi qu'au centre Moshe Dayan pour les études sur le Moyen-Orient. Alors le Premier ministre australien affirme que l'attentat de Bondi Beach, il était motivé par l'idéologie de Daesh. Et c'est vrai qu'on a pu voir ces drapeaux Daesh sur le véhicule des terroristes. Alors pour vous, vraie piste ou bien un leurre peut-être pour en masquer une autre de piste, peut-être la piste iranienne? Nous savons dans le passé qu'il y a eu des coopérations entre l'Iran et Al-Qaïda. Nous parlons donc probablement de deux organisations qui sont éloignées théologiquement et idéologiquement entre sunnites et chiites, mais ils ont en commun une coopération dans des domaines. Et dans le cas de Daesh, on a vu cela dans différents lieux du monde. Ça n'est pas une question de quelqu'un qui se lève le matin et qui décide de tuer des juifs. Là, il s'agit, et pour que quelque chose arrive de ce type, il faut une infrastructure idéologique, technique, quelqu'un qui appelle à la haine, qui donne des idées, qui arment, et nous avons vu davantage, beaucoup trop de cas dans le passé, je ne sais pas pour ce qui est le cas ici, mais on a vu dans le passé que l'Iran a coopéré avec ce genre de choses parce que ça lui rendait service. Ouais, donc vous dites l'un n'empêche pas l'autre, Daesh n'empêche pas l'Iran. Alors justement, on sait que toute cette nébuleuse terroriste, malgré sa diversité, elle partage en commun cette haine d'Israël, cette haine des Juifs. Est-ce que vous pensez qu'Israël a les moyens aujourd'hui de s'occuper de ces réseaux à travers le monde, en amont peut-être de ce type d'attaque? Écoutez, je comprends qu'Israël a prévenu le gouvernement australien et le gouvernement australien a décidé d'ignorer. Nous savons qu'ils ne l'ont pas fait pour des raisons politiques internes à l'Australie, à les électeurs musulmans qu'il ne fallait pas froisser, et donc qu'ils frappent les juifs. Et jusqu'à présent, ils ont frappé les juifs, c'était pas très grave. Là maintenant, il y a eu ce massacre et ça devient désagréable. Mais Israël ne peut pas combattre dans le monde entier et arriver partout. Israël a besoin de coopération avec les éléments locaux. Ils ont besoin de coopération avec la communauté internationale afin de faire pression sur l'Iran, pour punir l'Iran, pour condamner l'Iran. Ils ont besoin de coopération internationale dans chacun des pays qui devraient combattre ces phénomènes. Et encore une fois, on apprend la méthode. Et alors après, ça devient plus facile de le traiter et tirer les leçons de ce qui est arrivé et l'appliquer ailleurs. Il faut pour cela, il faut de la coopération, une coopération internationale d'abord et avant tout, parce qu'on a vu dans le passé, ça commence toujours avec Israël et avec les Juifs. Et finalement, ça finit, même l'Australie est tombée victime d'attentats terroristes. Et parce qu'après, quand ça commence avec les Juifs, ça continue avec les musulmans contre les chrétiens, et puis les autres deviennent encore des victimes. Donc vous touchez au point clé quelque part, et à ce défi, ça doit passer, vous dites, par une coopération internationale. Pour cela, donc, peut-être une sensibilisation accrue sur le péril terroriste qui peut effectivement menacer l'Europe ou les États-Unis. Et donc les Juifs, comme vous dites, ne sont pas les seuls concernés par cette menace. C'est là-dessus qu'Israël doit insister peut-être.
Absolument. Tout le monde préfère dire c'est pas contre nous, c'est contre Israël, c'est contre les Juifs. Le gouvernement australien a même a déclaré qu'Israël faisait de mauvaises choses, donc ça justifiait une partie de ces vagues anti-israéliennes qui finissent par porter atteinte aux Juifs. C'est donc cette hypothèse. On va soutenir les Palestiniens et comme ça ils nous laisseront tranquilles. Et comme ça, on ne sera pas des victimes si on soutient les Palestiniens. Nous savons que ça ne marche pas comme ça et qu'en fin de compte, ils finissent par arriver aussi à eux. Voilà, à bon entendeur. Merci beaucoup à vous, professeur Eyal Zisser, d'avoir été avec nous en direct ce soir. Et Israël qui appelle au renforcement justement de la sécurité des célébrations de Hanouka en ce moment à travers le monde. Le Bureau israélien de lutte contre le terrorisme avait d'ailleurs publié dimanche un communiqué qui appelait les citoyens israéliens à éviter de se rendre à des événements de masse non sécurisés. Les autorités sécuritaires qui estiment que les prochains jours, marqués par des rassemblements publics justement pour la fête juive, ainsi que par des événements chrétiens comme les marchés de Noël ou les célébrations du Nouvel An, pourraient constituer des cibles potentielles pour des attaques, et notamment en Europe. On a le plaisir, pour en parler, d'interroger justement ce soir Constance Le Grip. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes députée française des Hauts-de-Seine, apparentée au groupe EPR. Alors Israël qui redoute des attentats par imitation, on l'a dit hier, en Europe, en Amérique. On se demande concrètement que doivent faire les pays où vivent des communautés juives. D'ailleurs, vous-même, vous participez ce soir à un événement de Hanouka. Est-ce que vous êtes inquiète? C'est-à-dire qu'à terme, ce ne sont pas uniquement les juifs qui sont exposés à cette violence? Alors, bien évidemment, je comprends tout à fait la très forte inquiétude qui s'est emparée depuis maintenant de très très nombreux mois des communautés juives en France, en Europe, partout dans le monde. Hein. Et d'ailleurs, les communautés juives sont exposées et victimes d'actes antisémites dont des ampleurs qu'on n'avait pas connues depuis des décennies jusqu'à tout récemment, et vous y avez bien évidemment abondamment fait écho, cet horrible attentat terroriste islamiste commis sur la plage de Bondi Beach. Effectivement, nous sommes vigilants. Nous sommes appelés à être encore plus vigilants les uns et les autres lorsque nous nous retrouvons pour faire des allumages de bougies, que ce soit à Paris, en région parisienne, partout sur le territoire français. Mais vous le savez également, le ministre de l'Intérieur a renforcé encore plus la sécurité de tous les événements, de tous les lieux de culte, de tous les établissements scolaires, de tous les lieux de vie qui accueillent nos compatriotes de confession ou de culture juive. Donc renforcement de la sécurité par les forces de l'ordre et je dirais renforcement de la vigilance citoyenne de tout un chacun. Voilà à quoi nous en sommes réduits en cette période de Hanouka, absolument. D'ailleurs, à l'instant, le Premier ministre israélien a exhorté les gouvernements occidentaux à renforcer la lutte contre l'antisémitisme. Alors justement, certains estiment qu'Israël exagère les risques encourus par les Juifs. J'imagine que ce n'est pas forcément votre avis. Ça devient quand même dangereux de se rassembler en public pour les Juifs, y compris en France? Je ne sais pas qui dit que l'État d'Israël exagère, entre guillemets, j'ose à peine reprendre ce terme, la menace qui plane sur les Juifs partout dans le monde. Ce qui s'est passé à Sydney il y a quelques jours montre qu'il n'y a aucune exagération et que malheureusement, et croyez bien que cela me brise le cœur, la menace contre les citoyens de confession ou de culture juive, elle est partout. Elle est partout et beaucoup de gens de confession juive ont, à un moment ou à un autre, pour diverses raisons, à plusieurs époques différentes, fui le continent européen, espéraient aller beaucoup plus loin, se mettre à l'abri, notamment par exemple en Australie. Et force est de constater que l'abri n'est plus là non plus. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait d'exagération. Non, vraiment, je ne crois pas. Non. Et je partage l'inquiétude et j'appelle encore une fois, chacun à sa place, chacun fait ce qu'il pense devoir être fait par lui dans la position qui est la sienne, mais j'appelle vraiment à une vigilance, à une mobilisation citoyenne et collective renforcée. C'est l'affaire de tous. Lutter contre l'antisémitisme, prévenir le plus possible les actes antisémites. Alors, nous ne sommes pas des professionnels
professionnels du renseignement, des professionnels de la sécurité, mais l'antisémitisme, il peut se manifester quotidiennement, cet antisémitisme d'atmosphère, les propos, les insultes, la stigmatisation, les colibets, l'organisation dans nos universités, par exemple, de moments absolument inqualifiables, vraiment dégueulasses. Ça, c'est l'affaire de tous et de toutes. C'est l'affaire, je dirais, de tout humaniste de participer à sa façon, là où il le peut, à la lutte contre la haine anti-juive. Alors, ce mardi, Constance Le Grip, il y avait un hommage à l'Assemblée nationale, un hommage à Dan El-Khayyam, la victime française malheureusement assassinée à Sydney. Vous y étiez ? Tout à fait, effectivement, l'Assemblée nationale a tenu à rendre un hommage solennel et plein d'émotions à notre compatriote Dan El-Khayyam. Nous avons été bien évidemment frappés d'horreur, mais aussi emplis de tristesse devant le destin tragique de ce jeune homme qui, si l'on en croit les témoignages de ses proches, de sa famille, ce que l'on a découvert de lui, de sa personnalité sur les réseaux sociaux, était un jeune homme plein d'énergie, plein d'enthousiasme, plein de vie, plein de curiosité. Et donc effectivement, nous pensons à lui, nous pensons à ses proches. Et nous exprimons toute l'émotion qui est la nôtre, bien sûr. Mais il y a un moment où, voilà, c'est d'autres sentiments que l'immense et l'infinie tristesse qui doivent nous guider. Et ce moment est vraiment arrivé, c'est celui de la résistance face au terrorisme islamiste, face à toutes les emprises de haine. Le moment de la résistance collective. Voilà. Ouais, contre-attaque collective face au terrorisme. Merci beaucoup à vous, Constance Le Grip, d'avoir répondu ce soir à nos questions. Eh bien, traversons l'Atlantique pour vérifier que les mêmes mécanismes de haine sont en action. Scène glaçante, on le disait à New York, le métro de la peur, des émissaires rabattent violemment agressés par visiblement un père et son fils. Direction Washington. Bonjour Antoine Hollard, notre correspondant. Coups, insultes, menaces dans l'indifférence générale. Antoine. Oui, et cette agression extrêmement choquante a eu lieu dans une rame de métro hier en plein Manhattan. La scène a été filmée par un témoin. Sur les images, on voit deux hommes afro-américains, un père et son fils, qui s'en prennent à un groupe de juifs orthodoxes. Il y a d'abord des insultes et puis très rapidement de la violence physique. L'un des agresseurs saisit au niveau du cou un homme qui porte une kippa. Il menace de le tuer. S'ensuit une bousculade, des coups et puis heureusement à ce moment-là le métro arrive à une station, ce qui permet au groupe de quitter la rame précipitamment et d'échapper à leurs agresseurs. Alors tout cela s'est déroulé sous l'œil des autres passagers qui ne sont pas intervenus. On entend simplement quelques appels au calme, mais personne ne s'interpose. Les victimes évidemment sont très choquées. L'homme qui a été agressé physiquement en particulier dit qu'il a eu peur pour sa vie. Une plainte a été déposée. Le ministère de la Justice dénonce une agression horrible et annonce l'ouverture d'une enquête fédérale. Enquête qui va notamment exploiter les images de cette agression. Images sur lesquelles le visage des agresseurs apparaît très clairement. Alors tout cela intervient dans un contexte déjà très tendu à New York où les actes antisémites ont explosé depuis les attaques du 7 octobre. Les agressions physiques contre des juifs sont elles aussi en hausse. Il y en a eu 69 l'an dernier, plus de 2 par mois en moyenne donc. Les juifs orthodoxes en sont les principales victimes. Ils sont ciblés de façon disproportionnée, tout simplement en raison de leur apparence qui les identifie immédiatement comme des membres de la communauté juive. New York, décidément méconnaissable en ce moment. Merci beaucoup Antoine Hollard. Depuis Washington, toujours au chapitre antisémitisme, on va revenir en France. La suite de l'affaire du maire d'Augignac, c'est en Dordogne, celui qui avait publié des propos antisémites sur les réseaux sociaux avant d'être exclu de son parti, le PS. Eh bien, convocation devant la justice pour injure publique raciale. Pour en parler, Anna Papiachvili dans nos studios à Paris. Bonsoir Anna. Bernard Bazinet avait écrit que la France était, je cite, trop youpine pour boycotter Israël à l'Eurovision. Bonsoir, oui, et ces propos ont conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour injure publique à caractère racial. Alors les faits remontent au 4 décembre dernier. Ce jour-là, ce maire d'Augignac, une localité de 825 habitants du département de la Dordogne, avait réagi à une publication Facebook du journal Libération concernant la participation d'Israël à l'Eurovision. Et il avait écrit sous cette publication, je cite, « Oui au boycott, la France est trop youpine pour boycotter Israël à
l'Eurovision. Le message qui a été effacé rapidement a tout de même été largement relayé et face à l'ampleur de la polémique, le maire a affirmé avoir agi sous le coup de l'émotion. Il a reconnu les faits dans le cadre d'une audition libre et avait indiqué que ses propos avaient dépassé sa pensée et exprimé des regrets. Le Parti socialiste dont il était membre l'a aussitôt exclu du parti politique et le PS a rappelé que l'antisémitisme est un mal odieux, aucune tolérance, aucune explication n'est entendable. Le procureur de la République de Périgueux a indiqué donc aujourd'hui, ce mardi, à nos confrères d'ici Périgord, que le maire d'Augignac sera convoqué dans le bureau du délégué du procureur en janvier prochain pour injure publique raciale. Alors, cette convocation, c'est aussi une alternative au procès, puisque le maire a reconnu les faits. Eh bien, Bernard Bazinet devrait écoper d'une amende de 500 € qui sera versée à une association d'aide aux victimes. Eh bien, on suivra tout cela avec vous. Merci beaucoup Anna Papiachvili depuis nos studios parisiens. Allez, on va se replonger dans les affaires du Moyen-Orient avec, pour commencer, un parti pris. 40 pays réunis ce mardi au Qatar et au chevet de la bande de Gaza. Il s'agit de discuter de la composition de la future force étrangère internationale censée s'installer sur ce territoire. Bonsoir Dror Even Sapir. Alors d'abord les faits, avec vous on voit les images, c'est aujourd'hui 2 absents notables, Israël et la Turquie. Oui, le fait que la Turquie soit absente et pas été conviée, ça c'est une bonne nouvelle. Le fait qu'Israël ne soit pas du tout mêlé aux discussions sur cette fameuse force internationale de stabilisation, bien évidemment, c'est une mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, David, tout cela se passe à Doha, capitale du Qatar. Alors bien évidemment sous l'égide des États-Unis, du commandement central de l'armée américaine, mais tout de même, c'est le Qatar qui est pays hôte. Et le Qatar, il faut le rappeler, c'est pas seulement bailleur de fonds du Hamas. Le Qatar a financé à peu près tout ce qui, dans le monde occidental, a d'anti-israéliens, d'antisémites, des manifestations, des prises de position, des revues. C'est pas du complotisme que de le dire. L'argent qatari, dont on sait qu'il est très présent dans les économies occidentales et dans l'économie américaine, il est très présent également dans tout ce qui est soft power, les faiseurs d'opinion. Donc en grande partie, cette vague anti-israélienne et également souvent antisémite, eh bien, elle a été de près ou de loin financée par le Qatar. Et le Qatar, ça c'est une certitude, veut peser sur l'avenir de la bande de Gaza. Et il le peut. Il le peut, puisqu'il entretient malheureusement d'excellentes relations avec les États-Unis de Donald Trump. Il y a des intérêts économiques, on vient d'en parler derrière tout cela. Il le veut d'ailleurs. Hier, donc à la veille de l'organisation de cette conférence internationale, le Qatar recevait le numéro 2 de l'autorité palestinienne. Donc l'influence du Qatar sur l'avenir de la région, c'est une quasi-certitude et c'est pas une bonne nouvelle encore une fois. Le Qatar et la Turquie, parce que du coup, pour vous, Dror, qui aujourd'hui a le plus la cote aux yeux des Américains entre Israël et les Turcs? Écoutez, si la politique américaine, la politique de Donald Trump est motivée bien davantage par les intérêts financiers et économiques que par l'idéologie, eh bien, c'est le Qatar qui a la côte bien plus qu'Israël, malheureusement. Mais il y a un moyen, tout de même, David, de réduire ou de diluer l'influence du Qatar dans l'avenir de la région, dans l'avenir de la bande de Gaza. Et Israël n'a pas saisi l'occasion de le faire. Le moyen, c'était de donner une place plus grande à d'autres pays arabes sunnites qui, eux, ont des moyens, tout comme le Qatar, qui ont des moyens, qui pourraient avoir de la motivation pour le faire, et qui, contrairement au Qatar, sont très éloignés de la mouvance Frères musulmans Hamas. En fait, ce sont des ennemis des Frères musulmans et du Hamas. Je veux parler des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Alors, ce ne sont pas des pays sympathiques, mais ce sont des pays qui pourraient se rapprocher d'Israël. D'ailleurs, ils ont changé tout ce qui concernait les Juifs et Israël dans leur manuel scolaire, et ça, c'est un point important. Le Qatar l'a pas fait, bien au contraire. Or, les Émiratis et les Saoudiens sont éloignés des procédures en cours concernant l'avenir de la bande de Gaza. Pourquoi ? Parce qu'ils réclamaient, de la part d'Israël, des gestes ou même des mots concernant les Palestiniens, concernant le processus de paix avec les Palestiniens, avec l'autorité palestinienne. On l'a un petit peu dit sur ce même plateau hier, Israël, pour des raisons idéologiques peut-être, ou de politique intérieure, de politique politicienne peut-être aussi, n'a pas voulu avoir ces gestes et avoir ces mots qui auraient pu permettre à des pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis de se mêler de l'avenir de la bande de Gaza. Ils ne l'ont pas fait pour les raisons qu'on vient d'évoquer.
La nature a horreur du vide, David, et qui s'est engouffré dans ce vide? Le Qatar. Et bien voilà, comme souvent, merci beaucoup, Ryan Safir, pour ce parti pris. Alors, on n'oublie pas évidemment Ran Gvili, ultime otage israélien dont le corps est toujours cruellement retenu dans les tunnels de Gaza. On va se rendre tout de suite dans le sud d'Israël, c'est à Métar, non loin de Beersheva. Bonsoir Sandy Fortis, notre envoyé spécial. Sandy, la localité où vit la famille de Ran Gvili. Eh bien, rassemblement ce soir pour allumer la Hanouka en pensant très fort à lui. Exactement, David, et cette Hanouka, vous pouvez la voir derrière moi. Elle s'est éteinte depuis, mais tout à l'heure, eh bien, il y avait les 3 bougies allumées pour ce 3e soir de Hanouka. Depuis le 7 octobre 2023, eh bien, c'est chaque année que cette cérémonie est organisée ici, juste en face de la résidence de Ran Gvili, de ses parents, Itzik et Talik Gvili, qui donc organisent cette cérémonie chaque année depuis que leur fils a été enlevé. Ce soir, il y avait beaucoup de monde, il y avait tous les collègues de Ran Gvili qui étaient policiers, hein. C'était un membre de l'unité antiterroriste Yassam qui a été donc kidnappé et tué par les terroristes le 7 octobre. Il y avait aussi des proches, et puis il y avait des anciens otages et des proches d'anciens otages qui étaient là pour soutenir la famille Gvili. Il y avait Segev Kalfon qui est rentré vivant, et puis il y avait Ayelet Samerano, la maman de Jonathan Samerano, dont le corps a été rapatrié il y a quelques mois. Il y avait également Rubi Chen, le père d'Itai Chen, qui a également récupéré le corps de son fils il y a peu, et tous sont venus soutenir la famille Gvili parce que Ran est donc le dernier otage israélien à être retenu dans la bande de Gaza, et eh bien tout le pays attend qu'il rentre à la maison. C'est ce qui a été dit ce soir, c'est le vœu qu'ont fait tous les Israéliens qui étaient présents ici ce soir. Ce n'est pas la première cérémonie en hommage à Ran Gvili de ces fêtes de Hanouka qui ont commencé dimanche. Dimanche soir, il y avait déjà 2 cérémonies, une à la résidence présidentielle à Jérusalem. Évidemment, Yitzhak Herzog a invité les parents de Ran Gvili à allumer la Hanouka pour le premier soir de Hanouka. Il y avait une autre cérémonie également. C'était à Beth Shemesh, à l'Académie nationale de police, en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Et Benjamin Netanyahou a de nouveau promis, eh bien, Israël ne passera pas à la phase 2 tant que Ran Gvili ne sera pas rentré à la maison. Il a promis qu'il ramènerait Ran Gvili comme tous les 254 autres otages qui ont été ramenés jusqu'ici. On le rappelle, hein, Ran Gvili, donc on l'a dit, il était policier. Le 7 octobre, lui, il était en congé maladie. Il était ici à Métar, mais il a décidé d'aller se battre contre les terroristes pour sauver des vies. Mais le message qu'a passé sa maman, comme son père qui nous a parlé un peu plus tôt, eh bien, c'est qu'ils n'arrêteront pas leur combat tant qu'il ne sera pas rentré à la maison. On écoute son papa Itzik Gvili. C'est déjà la 3e fois que nous allumons ici une Hanouka pour Rani, dans l'espoir qu'il rentre rapidement. J'espère que cette fois-ci, il y aura un grand miracle et qu'il reviendra vite. C'est notre objectif. Nous croyons profondément que nous ne passerons pas à la 2e phase tant qu'il ne sera pas revenu. On nous l'a aussi promis. Le président des États-Unis, le Premier ministre, tous ont promis que nous ne passerions pas à l'étape suivante tant que Rani ne serait pas rentré. Comme nous le disons toujours, Rani est parti se battre pour sauver l'État. Maintenant, c'est à l'État de se battre pour le sauver et le ramener chez nous, à la maison. C'est ce qui doit être fait. Et nous prions pour qu'il revienne le plus vite possible, car tous les autres otages sont déjà rentrés et lui est encore là-bas. Il n'y a aucune raison de le laisser là-bas. Il doit être à la maison, ici, en Israël. Voilà, donc message fort, image forte de solidarité ce soir à Métar et Ran Gvili donc dans tous les cœurs des Israéliens ce soir. Merci beaucoup Sandy Fortis. On va voir également comment et pourquoi les États-Unis s'empressent-ils d'avancer en ce moment vers la phase 2 du plan Trump sans avoir obtenu le désarmement promis et attendu du Hamas. Des vidéos, vous les voyez, filmées par le Forum israélien du pourtour de Gaza et qui révèlent pour la première fois le nouvel avant-poste américain sur place et montrent également les camions qui transportent notamment des générateurs qui entrent déjà donc à Gaza depuis l'Égypte, alors même, comme on l'a dit, que le début de la phase 2 n'a pas encore été annoncé. Bonsoir Ariel Kana, merci de nous rejoindre. Vous êtes correspondant diplomatique pour Israël Hayom. Alors merci, effectivement, nous aussi. Vous avez vous-même publié ces images. En quoi consistent pour l'instant ces installations d'après vous aux portes de Gaza ?
Voilà les photos que j'ai reçues ce matin d'habitants autour de Gaza qui habitent à Kerem Shalom, une zone qui est dans le sud de la bande de Gaza, près de la frontière égyptienne et bien entendu aux frontières d'Israël. Et il s'avère que la force internationale met un avant-poste en place, on voit les véhicules, on voit les constructions, et il semble que ce ne soit pas encore utilisé, mais en fait le monde entier attend que cette force internationale, l'ISF, commence à œuvrer à Gaza. Actuellement, nous ne savons pas quels pays feront partie de cette force, et la plus importante, qu'est-ce qu'elle va faire cette force? Est-ce que cette ISF va se battre contre le Hamas, va le désarmer, va désarmer Gaza comme c'est prévu dans le plan Trump, ou bien est-ce que le problème va rester entier et que quelqu'un d'autre va devoir le régler? C'est ça là, la vraie et plus importante question. Alors effectivement, mais pourquoi d'après vous cette impatience, cet empressement des États-Unis? Pourquoi mettre la charrue de la reconstruction avant les bœufs du désarmement du Hamas? L'administration Trump travaille très vite, pas seulement dans ce domaine, mais sur tous les sujets. À mon avis, et moi je pense que c'est positif, quand on suit Trump aux États-Unis, on voit son rythme qui est sans précédent par rapport à tous les précédents. Et là aussi, le président a fixé un plan de paix et il veut avancer. Alors, nous, le plan Trump a diverses étapes, mais il n'y a pas de conditionnement entre une étape et l'autre. Il n'y a aucun empêchement du point de vue de Trump de créer cet avant-poste. Il n'y a aucune raison de ne pas créer cette force internationale, même si le Hamas n'a pas encore été désarmé. Et Trump, avec toute son énergie, et nous le connaissons, avance et vite. Et donc les choses avancent. Et son objectif et sa méthode, c'est aussi d'imposer à la réalité son point de vue et ses volontés. Sa volonté, c'est que le Hamas soit désarmé et il avance de toutes ses forces et il construit déjà cet avant-poste près de Gaza, près de la frontière égyptienne, avec l'espoir que cela fera passer un message au Hamas et fera passer au message de sérieux et que les choses avancent. Il n'est pas question d'attendre, de vérifier. Non, ça, c'est pas Trump. À vérifier si Israël est en mesure ou pas de freiner donc ses plans et cet empressement encore une fois de Washington. Merci beaucoup à vous Ariel Kahana d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Gisèle Abazon pour la traduction. Un autre terrain d'activité, un autre défi pour les renseignements israéliens, ça se passe via le cyber, cette chasse aux ingénieurs et aux scientifiques israéliens. La guerre est déclarée par un groupe de hackers affiliés à Téhéran. Des noms publiés, des récompenses aussi. Et ce message, votre sécurité est une illusion. La République islamique espère frapper au cœur les systèmes de défense israélien. Le pourquoi du comment, Eva Fasseli. Andala, un groupe de hackers liés à l'Iran, lance une campagne de menaces inédites contre les civils israéliens. Leur cible, des ingénieurs et techniciens présentés comme impliqués dans des systèmes de défense antimissiles, Patriot, Arrow et Front de David. Le nom de l'opération Red Wanted. Sur un site dédié, les hackers publient des listes avec des noms, des photos, des adresses mail, des numéros de téléphone et des lieux de résidence présumés. Près de 200 personnes seraient recensées avec à la clé des messages de menaces explicites. Votre anonymat est une illusion, votre sécurité aussi. Le groupe propose même des primes jusqu'à $30,000 pour toute information permettant d'identifier ou de localiser ses cibles. Certains messages sont personnalisés. L'un des ingénieurs visés a été averti que ses enfants ne seraient pas en sécurité, tandis que d'autres ont été informés qu'ils étaient désormais marqués et placés sous surveillance permanente. Les contenus circulent massivement sur les réseaux sociaux arabophones et sur Telegram, y compris via des canaux affiliés au Hamas. De nombreuses vidéos suggérant des préparatifs d'attentats circulent. En bannière, un avertissement. Israël doit s'attendre à un châtiment sévère. Cette vague s'inscrit dans une série de publications hebdomadaires entamées mi-octobre, au cours de laquelle Andala diffuse chaque samedi une nouvelle liste de personnes présentées comme essentielles à l'appareil militaire israélien. Selon plusieurs services occidentaux et centres de recherche, il serait lié au service de renseignement iranien. Actif depuis près de 2 ans, Andala a déjà mené plusieurs cyberattaques contre Israël. En janvier dernier, une opération avait perturbé les systèmes de sonorisation de jardins d'enfants. Aujourd'hui, la menace change de nature. Il ne s'agit plus de simple piratage informatique, mais de véritable pression psychologique, de traque et d'intimidation ciblée. Et puisqu'on parle du renseignement et qu'on a parlé juste avant des otages, on va voir ce qu'a déclaré le nouveau patron du Shabak, le renseignement intérieur israélien.
L'accord sur les otages augmente le risque d'enlèvement. Tiens, voilà donc l'estimation de David Zini, le nouveau chef du Shin Bet, le Shabbat. Selon lui, les ennemis d'Israël ont pu conclure qu'enlever des Israéliens était une stratégie rentable. Eh bien, 3 questions ce soir pour Amit Assa. Bonsoir et merci, colonel retraité de Tsahal et ancien membre du Shabbat, justement. Ce que dit David Zini, c'est pas tout à fait nouveau, même si ça peut étonner de la part d'un patron des renseignements. Il y a 14 ans, on va le rappeler, après l'accord Shalit, la commission Shamgar avait défini un cadre assez clair et assez strict en cas de prise d'otage, c'est-à-dire notamment pas de libération massive de terroristes et puis exclusion de tout accord des terroristes les plus dangereux. Pourquoi ces consignes, c'est la question, n'ont-elles pas été suivies ? Il faut se souvenir qu'au fil des années, nous avons vécu beaucoup de questions et une partie, c'était des questions sociales. Et nous savons que la société israélienne ne pardonne pas ce qui concerne la vie humaine. La société israélienne accorde beaucoup d'importance à la vie humaine. Et donc, s'il y a un soldat enlevé ou quelqu'un qui est otage entre les mains de l'ennemi, les valeurs qui sont les nôtres nous engagent et nous obligent à le libérer. Et donc, au fil des années, il a été très difficile de présenter et d'appliquer ces conclusions de la commission Shamgar, à savoir qu'il fallait adapter nos opérations. Et peu à peu, nous nous sommes laissés entraîner vers ce que nous avons vu dernièrement avec les otages du 7 octobre. Donc quoi que l'on définisse comme cadre de départ, face à la réalité, vous dites c'est toujours l'émotion, c'est toujours la pression du public qui va dicter des décisions des autorités. Oui, en fin de compte, la société israélienne est très solide et les décideurs prennent en considération ce que le public pense, ce que le public souhaite. Et le public défend aussi les valeurs juives de sauver toute âme et tout individu que l'on peut, et peu importe à quel prix, sans prendre en compte que les prix peuvent être évidemment extrêmement importants et sur le long terme, ils peuvent aussi créer des torts. Donc c'est ça, les prises d'otages, ça reste à la fois le talon d'Achille d'Israël sur lequel les terroristes insistent, on a bien compris, et puis aussi en même temps peut-être ce qui constitue l'écart moral en termes de valeurs humaines entre Israël et ses ennemis. Oui, au-delà des valeurs, ce que dit Zini, c'est évidemment le point de vue sécuritaire. Quand il parle de ce que voit l'ennemi, de ce que voit notre ennemi, comment il nous regarde, comment il nous observe, comment il nous teste et décide de sa stratégie, il comprend que l'enlèvement est un outil stratégique. C'est là le grand danger pour nous. L'enlèvement est quelque chose de relativement simple à réaliser. Et donc chacun peut le faire avec très peu de planification, avec très peu d'armement et transformer cela en menace stratégique contre l'État d'Israël. Et Zini souligne ce point et veut faire un changement de conscience pour que l'ennemi comprenne que les enlèvements ne seront plus un bon choix contre l'État d'Israël. Voilà, espérons. Merci beaucoup à vous, en tout cas, colonel Amit Assa, pour cette analyse en direct. Alors, on va revenir sur la nébuleuse iranienne de l'Iran à l'un de ses principaux employés dans la région. Tout de suite, c'est l'édito. Pas perdre de vue ce qui se joue ces jours-ci au Liban. Tension permanente entre un Hezbollah déterminé à se reconstruire et puis Israël qui n'acceptera rien d'autre qu'un désarmement de la milice pro-Iran. Eh bien, vous décelez un risque, Christian Ballard. Bonsoir, Christian, notre consultant diplomatique dans nos studios à Paris. Celui d'une nouvelle déflagration. D'ailleurs, serait-ce le scénario le plus réaliste, dans le fond? Israël accuse, à juste titre, le Hezbollah de se réarmer plutôt que de désarmer. Au milieu du gué, les autorités libanaises font tout pour éviter l'escalade, 13 mois après un cessez-le-feu supposé mettre fin aux hostilités entre Israël et le Hezbollah. Une nouvelle escalade ferait d'ailleurs plonger le pays dans la guerre, ce qui incite l'administration Trump à calmer le jeu. De son côté, Israël veut poursuivre ses frappes sur le Hezbollah. Israël dit d'ailleurs clairement que celle-ci touche les infrastructures et les dépôts d'armement de l'organisation terroriste. En tout cas, l'impasse fragilise le Liban
Et d'ici moins de 3 semaines, ce sera la fin du plan 1 sur le contrôle des armements, et la suite d'ailleurs n'est pas de bon augure. Pour tenter d'apaiser la situation, le Liban et Israël se sont mis d'accord pour nommer des représentants non militaires à la supervision du cessez-le-feu, mais sans résultat jusqu'alors. C'est toujours sur Israël que la pression est exercée pour éviter toute attaque. Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, déclare 3 choses. 1. Arrêt des hostilités par Israël. 2. Retrait d'Israël complet du Liban. 3. Renforcement et soutien à l'armée libanaise. Au milieu de tout cela, le Hamas reste une force importante, financée par l'Iran. Le Liban est d'ailleurs dépassé par la guerre dans un contexte d'effondrement économique et de blocage politique. Donald Trump, lui, veut toujours jouer au médiateur et refuse toute nouvelle conflagration, mais le pourra-t-il encore longtemps ? Eh bien, ça va mal donc au Liban. Merci beaucoup, Christian Manard, depuis Paris et nos studios. L'actualité tout en images, sans perdre une seconde, cela s'appelle l'info chrono. Que reste-t-il de la communauté juive de Syrie? On apprend que l'un de ses derniers membres vivant à Damas a été arrêté récemment par les forces d'Ahmad al-Shara, propriétaire d'une boutique dans la vieille ville de la capitale. Salim Hamadani est soupçonné de commerce illégal d'antiquités. Des sources proches du dossier affirment qu'il n'a pas été interpellé en raison de sa religion, mais bien pour violation de la loi. Des efforts sont actuellement déployés pour obtenir sa libération à l'heure où le régime syrien tente de démontrer sa tolérance envers la communauté juive du pays. Serait-ce la preuve que l'autorité palestinienne entend avancer dans sa réforme des salaires versés aux terroristes? Manifestation en tout cas ces derniers jours dans les rues de Ramallah, de Naplouse, de Toul-Karem. Mise en scène ou pas officiellement, il s'agissait de protester contre la nouvelle politique qui conditionne désormais les versements à des critères socio-économiques et non plus à la durée de la peine de prison. L'autorité palestinienne tente de convaincre ses bailleurs de fonds en Occident qu'elle ne récompense pas le terrorisme. Et puis la suite du ballet diplomatique en Israël. Hier, le Paraguay, aujourd'hui l'Inde, géant de demain. Son ministre des Affaires étrangères, Jaish Ankar, vous le voyez, a été reçu par son homologue Gideon Sa'ar à Jérusalem. Il a fait part de son émotion et, je cite, du grand honneur d'être venu en Israël. Les deux hommes ont insisté sur le renforcement du partenariat stratégique de long terme entre leurs deux pays, notamment le combat commun et la tolérance zéro envers le terrorisme. L'Inde ayant subi récemment, elle aussi, une attaque. C'était le mois dernier. Et nous, de l'Inde à l'Empire du Milieu, on va avancer dans la compréhension des nouveaux équilibres au Moyen-Orient entre les deux superpuissances, Chine et États-Unis. C'est la suite de notre dossier de la semaine. Après l'historique, après les nouvelles routes de la soie, les choses sérieuses maintenant, avec ce face-à-face donc entre Pékin et Washington par Moyen-Orient interposé. Tous deux font la cour aux pays de la région. Hier, nous avions effleuré cette idée d'une opposition de style, force militaire pour l'Amérique, pouvoir économique et commercial pour l'Empire chinois. Eh bien, en réalité, les grands gagnants sont peut-être Riyad, Le Caire ou Abu Dhabi, qui trouvent leur compte des deux côtés du Pacifique. Panorama d'abord avec Déborah Benayoun. Le Moyen-Orient serait-il désormais au centre de la rivalité entre les États-Unis et la Chine? Face à Washington, la Chine avance ses pions et plusieurs pays de la région en profitent. S'il y a un secteur qui reste l'apanage des États-Unis, c'est bien la sécurité. Washington demeure la puissance militaire centrale dans la région. Elle dispose de plusieurs bases, flottes, mais surtout d'alliances sécuritaires solides avec Israël, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, mais aussi les Émirats Arabes Unis. Grâce à ces partenariats, les États-Unis peuvent ainsi bénéficier de plusieurs éléments clés. Des garanties militaires, des systèmes d'armes sophistiqués, du renseignement et une capacité de dissuasion immédiate face à l'Iran ou aux menaces régionales. Mais en face, Pékin propose autre chose. Ni soldats, ni leçons politiques, c'est plutôt le commerce et les investissements qui l'intéressent. Alors que Washington se désengage partiellement depuis une quinzaine d'années d'Irak ou encore d'Afghanistan pour privilégier l'Indo-Pacifique, la Chine, quant à elle, s'impose progressivement. Elle devient le premier partenaire commercial de nombreux pays arabes, comme en témoigne le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite négocié à Pékin. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce sont les pays arabes qui font finalement jouer la concurrence et optimisent leur partenariat. L'Arabie Saoudite mise sur la sécurité avec les États-Unis, mais vend son pétrole à la Chine et profite des investissements chinois dans le programme Vision 2030. Du côté des Émirats Arabes Unis, on se fournit en armement américain, mais on ouvre des hubs financiers et technologiques à Pékin.
L'objectif est même de renforcer le partenariat commercial pour viser 200 milliards de dollars d'ici 2030. Enfin, l'Égypte profite de l'aide militaire américaine, mais collabore étroitement avec la Chine dans ses projets d'infrastructures comme la zone économique du canal de Suez. Finalement, la rivalité sino-américaine devient une opportunité stratégique pour le monde arabe. Néanmoins, le Moyen-Orient ne cherche pas à quitter l'Occident. Il s'agit plutôt d'une diversification assumée pour éviter d'en dépendre. Et pour la première fois, ce sont les pays du Moyen-Orient qui fixent les règles du jeu. Voilà, donc complémentarité entre Américains et Chinois, en tout cas du point de vue des pays du Moyen-Orient. Et bien vérifions tout cela à l'appui d'un cas concret, d'un cas d'école. Bonsoir Déborah Benayoun. Déborah, quand Washington et Pékin courtisent le même port, eh bien ça donne l'embarras du choix au pays d'accueil. Eh bien, ça se passe aux Émirats Arabes Unis, c'était en 2018 et vous allez voir que c'est très symptomatique de cette forme d'opportunisme des pays arabes à l'égard de Washington et de Pékin. À l'époque, les États-Unis découvrent que la Chine s'intéresse de près à un terminal du port de Khalifa à Abu Dhabi, un terminal qui est exploité par le géant chinois COSCO à proximité de zones où opèrent des forces américaines. Conséquence, Washington s'alarme et fait pression sur Abu Dhabi, mais du côté des Émirats, eh bien, on décide de ne rompre avec personne. Au contraire, on ajuste et on temporise pour pouvoir continuer à travailler avec les deux, puisque les États-Unis garantissent la sécurité pendant que la Chine, elle, finance l'avenir. Les Émirats estiment que les garder tous les deux, eh bien, c'est bien plus avantageux que de devoir en choisir un au détriment de l'autre. Et pour la première fois depuis des décennies, eh bien, ce sont les pays arabes qui tranchent. Voilà, le choix du roi donc pour les pays arabes. Merci beaucoup Déborah Benayoun. Et tout cela qui fait tomber un autre mythe selon lequel la Chine ne pourrait pas rivaliser avec les USA dans la région. On va interroger ce soir Zineb Riboua. Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes chercheuse à l'Institut Hudson. Alors si on devait schématiser grossièrement, on va dire, pour beaucoup de pays du Moyen-Orient, la sécurité, ça reste américain, mais la prospérité, ça devient peut-être de plus en plus chinois, ou bien c'est trop simpliste comme équivalence? Bonjour. Alors oui, je pense que cette idée est un peu séduisante, mais un peu trompeuse, parce que la prospérité économique du Moyen-Orient n'est pas indépendante de la sécurité. Elle en est le produit direct. La liberté de navigation, les productions des flux énergétiques, et surtout la dissuasion face aux acteurs comme l'Iran et d'autres groupes terroristes. Eh bien, tout cela est assuré quasi exclusivement par les États-Unis. Et sans cet environnement sécuritaire, ni les investissements, ni le commerce, ni les grands projets d'infrastructure ne seraient viables à long terme. La Chine, de ce côté, ne crée pas cet environnement, elle en profite. Et donc, Pékin cherche à capter les bénéfices économiques d'un ordre qu'elle ne finance pas. Ouais, donc la force militaire qui prédomine évidemment toujours aujourd'hui au Moyen-Orient. Et de ce côté-là, c'est vrai que la Chine ne fait pas le poids. Côté confiance, est-ce que quand même les retraits récemment d'Irak ou d'Afghanistan des États-Unis, ça aurait peut-être entamé quelque part la crédibilité américaine en termes d'engagement dans la région ? Alors, le problème majeur, c'est une certaine volatilité, pas forcément par rapport au retrait, mais par rapport à la politique iranienne de Washington. Avec Biden, on a eu une sorte d'engagement, on a eu les Houthis qui ne sont plus dans la liste des terroristes. Et puis maintenant, avec Trump, on a un renversement de cette intégration régionale. On a de plus en plus de collaboration avec Israël et les États-Unis, etc. Et donc c'est là où je pense la Chine voit bien qu'elle peut profiter de cette volatilité, surtout qu'elle essaie de privilégier des relations bilatérales et asymétriques qui renforcent la dépendance économique sans offrir de garanties sécuritaires. Ouais, donc il y a des portes qui s'ouvrent, vous dites, pour Pékin. Justement, au niveau perspective, est-ce qu'on assiste, vous pensez, à une sorte de désoccidentalisation du Moyen-Orient, c'est-à-dire un Moyen-Orient qui serait en train de couper le cordon avec l'Occident, ou bien simplement une diplomatie plus opportuniste, plus multipolaire, c'est-à-dire une maturité des pays arabes qui savent choisir un petit peu leurs alliances militaires ou commerciales? Alors c'est une question très compliquée, mais je dirais que pas nécessairement de manière formelle ou immédiate. Je pense que oui, c'est un choix stratégique de fond qui existe bel et bien, mais la prospérité durable, la souveraineté réelle et la stabilité à long terme, elle repose sur un ordre fondé sur des alliances crédibles, un ordre porté par les États-Unis, et cet ordre inclut un allié central et irréplaçable qui est Israël, pilier
allié technologique, militaire et stratégique de la région. Les accords d'Abraham, souvent réduits à tort à une simple normalisation diplomatique, en fait, ils constituent en réalité une architecture régionale visant à ancrer un ordre pro-américain. Et face à cela, la Chine ne propose qu'une alternative vraiment illusoire, c'est des gains économiques à court terme au prix d'une dépendance accrue à long terme aussi. Donc c'est ça, c'est important parce que les Américains ont mieux lu d'une manière diplomatique, stratégique ce qui se passe au Moyen-Orient avec les accords d'Abraham. Vous dites que ça, c'est vraiment ce qui manque à la Chine, une vision un petit peu plus stratégique et pas seulement économique et intérêts commerciaux. Eh bien, oui, je pense que surtout avec la politique chinoise après le 7 octobre, on a vraiment bien vu comment la Chine a donné des données, par exemple, aux Houthis pour enfreindre toutes les règles sécuritaires, etc. Comment l'Iran et la Chine collaborent. Et je pense que donc, à long terme, le véritable choix n'est pas entre commerce et sécurité, mais vraiment entre un ordre stable et un désordre opportuniste qui favorise la Chine. Effectivement, en tout cas, on en est pour l'instant avec ce bloc, toujours Chine, Iran, pour schématiser, et puis donc les États-Unis avec beaucoup d'alliés dans la région, dont Israël. Merci beaucoup à vous, Zineb Riboua, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Eh bien, puisqu'il est question de Hanouka tout à l'heure, on va avoir un reportage plein de lumière et plein d'espoir. Allez, le wiper, c'est parti. Si cette fête de Hanouka a pris une tournure dramatique malheureusement à l'autre bout du monde, eh bien ici en Israël, certaines initiatives réchauffent le cœur. Immersion dans un orphelinat de Netanya, où une association française est venue offrir des cadeaux aux enfants de l'établissement, de quoi redonner le sourire à celles et ceux qui en ont tant besoin. Reportage signé Christopher Barolin, Michael Izirov et Michal Nevo. Ça y est, Hanouka est là, la fête des Lumières illumine Israël. Entre bougies et beignets, de nombreux enfants se voient également remettre des cadeaux à cette occasion. C'est le cas également ce soir de décembre à Netanya, à 30 km de Tel Aviv. Dans cet orphelinat, 217 enfants sont accueillis dans une véritable maison. Et c'est d'ailleurs le terme que préfèrent employer les responsables. Nos enfants, ils méritent le meilleur. Ils ont passé des atrocités. Et du coup, ils habitent dans une maison. Ici, le directeur et sa femme, ils habitent avec eux, comme le papa et la maman. Ils ont avec eux des grands frères et des grandes sœurs et ils grandissent ici comme à la maison. Ils ont leur chambre, leurs habits. C'est pas des habits de tout le monde, c'est leurs habits à eux, leurs cadeaux, leur coin. Parce que c'est important pour nous qu'ils se sentent à la maison. Dans cette maison des enfants, ils ont entre 5 et 17 ans. Des mineurs placés par l'État lorsqu'il ne reste plus aucune alternative. Les services sociaux ont tout essayé pour éviter de les prendre de leurs parents. Et c'est des enfants qui ont passé vraiment... Chaque enfant, il a son histoire derrière lui, avec des atrocités vraiment des histoires qu'on ne peut pas entendre. Et c'est vraiment le dernier recours d'arriver ici. Nous, on n'est pas une solution pour l'État. Nous, on est une famille. Donc à partir du moment où l'enfant viendra ici, il restera avec nous pour toujours. On l'accompagnera tout pour toujours. C'est pas on a besoin d'un lit pour 3 jours, alors il vient 3 jours, ni pour 1 an. Il vient, on est là pour lui pour toujours. Et donc, voilà. Après leurs 18 ans, la Maison des enfants continue d'accompagner ces jeunes adultes et vont parfois même jusqu'à les accompagner lors de leur mariage. En attendant, ces 217 enfants grandissent comme dans une véritable famille et ces fêtes de Hanouka sont forcément un moment sensible. Parce que nous, on ne peut pas acheter un cadeau à chaque enfant à Hanouka parce que c'est des fonds énormes. Et donc, on a des associations qui nous aident, on a des partenaires, on a des gens qui veulent prendre de leur temps pour nous aider, qui n'ont pas forcément de temps, mais qui veulent nous aider avec leurs moyens. Chacun, il peut nous aider comme il peut, et on est toujours content de recevoir de l'aide de tous nos partenaires dans tout le monde. Vu que c'est des enfants qui ont passé des choses terribles, c'est important qu'il y ait des gens de tout le monde qui les soutiennent et qui voient ça, qui sentent ça. Qui sentent que moi j'ai passé quelque chose de dur, mais il y a quelqu'un derrière qui me soutient, même s'il habite en Amérique, en France ou en Angleterre, il me soutient dans ce que j'ai vécu. Donc ça leur apporte beaucoup de confiance en soi, ça les réconforte énormément.
Je suis sûre que vous avez tous les sourires qu'on a eu aujourd'hui. En effet, ce soir-là, malgré la tempête Byron qui sévissait au-dessus de Netanya, une dizaine de bénévoles a rendu visite aux pensionnaires de la Maison des Enfants. L'association Les Rois du Monde est venue rendre visite et apporter encore plus de lumière à ces enfants. Aujourd'hui, on est venu dans un orphelinat pour égayer un petit peu le quotidien des enfants, leur faire voir un spectacle d'animaux, des animaux auxquels ils n'ont pas l'habitude du tout de voir. On leur a apporté des cadeaux, on leur a apporté les beignets, on a fait en sorte de fêter Hanouka un petit peu en avance, de manière très festive, pour qu'ils profitent un petit peu. Une ambiance festive régnait dans la salle commune de la Maison des Enfants. Des cadeaux ont donc été remis à chacun des enfants présents. L'association Les Rois du Monde a été fondée en 2012 et aide les enfants défavorisés dans le monde entier, avec des événements en France, au Maroc et au Nigeria. Cette année, les bénévoles des Rois du Monde ont sillonné Israël et organisé des événements dans cette Maison des Enfants, mais également dans un hôpital. Et derrière la création de cette association, il y a une histoire personnelle. Il s'avère que quand mon fils a eu 1 mois et demi, il a été hospitalisé pour une bronchiolite, donc quelque chose de simple, mais qui m'a donné l'occasion de voir que d'autres enfants ne recevaient pas beaucoup de visites. Donc ça m'a touchée et j'ai voulu faire quelque chose pour eux, donc j'ai commencé à apporter des cadeaux. Et ça fait 20 ans et aujourd'hui, voilà, c'est devenu plus grand, quoi. Pour en savoir plus sur la Maison des Enfants de Netanya et l'association Les Rois du Monde, leur site internet s'affiche en bas de l'écran. À Hanouka, chaque lumière compte et parfois, il suffit d'une simple présence pour en rallumer une. La grande famille qui est Israël. Et puis une image pour finir cette édition, Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah aux côtés des soldats de Tsahal. Allumage des bougies de Hanouka, empreint d'émotion. Cela se déroulait hier soir au Kotel, le mur occidental à Jérusalem. Présent également l'ambassadeur des États-Unis, Mike Huckabee. Et sur place, des prières pour le succès des forces de sécurité et pour le retour du corps de Ran Gvili. Quand je regarde vos yeux, j'y vois la détermination, le courage et l'héroïsme des Maccabées. Vous êtes les Maccabées de notre temps, a déclaré aux militaires le Premier ministre israélien. Attention, ce soir, c'est la 3e bougie donc de Hanouka. Voilà le programme tout de suite. Ça se débat, Raphaël Hassine, suivi du journal de Dror Even Sapir, puis Innov Nation avec Christopher Barolin. Très bonne soirée à tous sur i25.